Donc voilà, je vais vous présenter un exposé que nous avons préparé avec Claude Béranger. Voilà, donc je travaille à l'INRA, moi j'ai mon activité, Claude Béranger est interprète, donc du département Sciences pour l'Action et le Développement. Et nous allons vous parler du lien au terroir des viandes, en essayant de montrer l'originalité de cette construction. Alors, en guise d'introduction, on peut dire qu'à l'exception des volailles de Bresse, qui sont une appellation qui a été obtenue par voie judiciaire dans les années 30, on assiste à un élargissement très tardif des AOC aux viandes, puisque la viande suivante, c'est en 1996. Et en 1996, il y a deux décisions importantes. Il y a le refus du pentado de la Drôme, qui était dans une analyse dont on a dit que le pentado de la Drôme ne mérite pas une appellation. Et en même temps, il y a eu le vote du taureau de Camargue, qui donc réouvrait en fait la catégorie viande sous AOC depuis plus de 50 ans. Évidemment, tout ça c'est sur fond d'un contexte important, c'est la rigueur européenne appliquée au règlement de 92, et puis également les crises alimentaires dont la viande était assez fortement au cœur de toutes ces crises alimentaires, puisque c'est la première crise de la vache folle à ce moment-là. Et donc, on voit bien que cette arrivée tardive va nous occuper en termes d'histoire, sur une histoire quasi contemporaine. Alors, rappelons que la viande, c'est un produit complexe, puisque c'est un produit qui est obtenu selon l'état de l'animal au moment de son abattage. Et donc, on va travailler beaucoup sur ce qui se passe avant, bien sûr, mais également sur l'évolution post-mortem, ce qu'on appelle la transformation du muscle en viande. Et donc, on voit que tout ça, ça fait beaucoup d'intervenants. Et donc, la question, c'est quels sont les points clés qu'il faut prendre en compte pour les viandes d'origine. Alors, le plan de l'exposé, je ne sais pas jusqu'où je vais arriver dans 18 minutes, c'est d'abord de voir comment s'est construit le cadre d'instruction, puisqu'on est dans un atelier qui se préoccupe surtout des réglementations. Passer en revue les spécificités qui ont été analysées et validées pour dire voici une viande d'origine, voici une viande AOC, donc le produit, le milieu, l'animal, le mode d'élevage. Quelles sont les constructions territoriales que tout cela suppose et nourrit, aussi bien donc les capacités d'initiative des acteurs locaux, la délimitation des aires, la gouvernance de tout cela. Et enfin, si j'ai le temps, bien discuter tout cela à travers la question de la distinction entre AOP et IGP, qui dans le cas des viandes est une distinction qui n'est pas neutre, qui n'est pas anodine, vous comprenez bien. Alors, tout d'abord, construire un cadre d'instruction, bien c'est le CNPA, qui donc en 1996, en janvier 1996, s'interroge sur les principes à retenir, puisqu'il se retrouve avec du pentado de la Drôme et du taureau de Camargue, et donc il doit bien prendre des décisions. En 1998, il y a nomination d'un groupe de travail qui est présidé par Claude Béranger, et vous aurez la composition dans l'article. Bon. Et voilà le rapport, j'ai repris les principaux éléments du rapport adopté en comité, donc le groupe porteur, le nécessairement collectif, la réputation, la notoriété et la typicité du produit, au niveau à la fois de l'animal et de sa viande, et un lien au terroir, reposant sur des caractéristiques non transposables et correspondant à un territoire délimité dans lequel c'est d'abord tout le produit. Donc on a bien là aussi la notion de cycle complet qu'on va retrouver ensuite dans les textes européens. Et ces caractéristiques se déclinent dans la race ou les types génétiques ou les modes de sélection. Donc on est bien là intéressé directement par la biodiversité qui va s'exprimer. Dans la nature et les modes d'alimentation et de conduite des troupeaux. Et donc là on est bien dans l'élevage, les ressources de l'élevage. Et dans les modes et pratiques de transport, d'abattage, de découpe, réfrigération, maturation, commercialisation. Et donc là on est dans tout ce qui va intéresser le monde de la viande. Et enfin, la procédure d'agrément permettant d'établir la traçabilité du produit, de vérifier les conditions de production, la conformité, la typicité du produit. Rappelons-nous, nous sommes dans un contexte de crise. Il y a un enjeu important d'étiquetage des viandes et de réassurance des consommateurs. Et donc, on est bien dans cette optique-là aussi. Alors, je donne là une vision complète du corpus. Sachez que là, vous avez sur cette diapositive l'ensemble des éléments disponibles. Vous voyez qu'ils sont en petit nombre. Voilà. Sûr.
Et donc un ordre chronologique du vote en AOC, ça ne présage pas de l'acceptation dans le registre européen en AOP. Hein. Donc là on est bien sur l'AOC, on est d'accord. Hein. Et donc vous avez dans les bovins le taureau de Camargue, puis, assez tardivement en 2004, Maine-Anjou, fin gras du Mézenc. J'ai mis en rouge ce qui a été obtenu après la période de référence du colloque, hein, puisque le colloque se termine en 2006, mais bien sûr, Bœuf de Charolles, l'instruction de Bœuf de Charolles avait commencé avant 2006, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important de le mettre dans le tableau. Pour les ovins, moutons de Barège-Gavarnie en 2003, puis les deux présalés de la baie de Somme, puis de la baie du Mont-Saint-Michel. Pour les porcins, et donc les viandes porcines et leur transformation, il y a un seul vote en 2012 sur la charcuterie de Corse, et deux dossiers en cours qui ont commencé avant 2006, hein, tous les trois. Le porc noir de Bigorre, donc la viande, le jambon de porc noir de Bigorre, donc sa transformation, et le porc du Quintoa, qui est en fait le porc basque, hein, qui a d'ailleurs quelques difficultés pour trouver un nom qui soit acceptable, etc. Et le jambon du Quintoa. Et puis d'autres produits, donc j'ai remis bien sûr la volaille de Brest, qui est la viande historique en AOC, n'est-ce pas? Donc 1936 par voie judiciaire, puis 1995 reconnu en AOC. Et j'ai mis pour mémoire les moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel, mais je vous avouerai que nous ne parlerons plus de moules de Bouchot dans le reste de l'exposé. Alors, quelle spécificité? Sur quoi repose finalement cette construction de l'origine de la viande? Alors, premièrement, effectivement, il faut se poser la question de savoir est-ce que cette viande se reconnaît, est-ce qu'elle se différencie par rapport à l'univers des viandes? Et là, donc, on est forcé de constater qu'il y a une faible culture gastronomique de la viande. Il a fallu puiser, remonter dans l'histoire de l'appréciation de la viande de Maine-Anjou par les chevillards et bouchers parisiens, le souvenir des traditionnels bœufs de Pâques dans le Mézenc, évidemment dans le Charolais, investir le berceau de la race du Charolais et les traditions qui étaient liées aux embouches et au type de produits qui ont découlé. L'image du taureau de combat en Camargue, naturellement, avec les jeux taurins, les courses et les combats. L'agneau de plus d'un an des estives barigeoises, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à une tradition longue et ancienne d'animaux âgés. Alors, le deuxième point là-dessus, sur la différenciation des viandes, c'est qu'il a fallu travailler très fortement sur la caractérisation organoleptique des viandes. Et donc, il a fallu mettre au point des tests de dégustation, il a fallu faire de la génération de vocabulaire spécifique aux viandes, et je peux vous assurer que dans pas mal de cas, ça a été quelque chose d'assez sportif. Et puis, il a fallu aussi s'interroger sur les modes de cuisson et de préparation des viandes. Puisque dans pas mal d'études, on va dire en général, on va prendre un muscle témoin, puis on va passer ça en grillade ou en rôti. En général, ce sont les deux modes de cuisson. Or, on s'aperçoit que dans pas mal de traditions culinaires, il faut aller chercher le pot-au-feu, la gardiale de Camargue, souvent les cuissons lentes d'ailleurs, dans lesquelles les viandes vont contribuer pas seulement au solide, mais aussi au liquide, à la sauce. Voilà. Et puis tout cela, c'est aussi un enjeu important de manifestation culturelle, d'événements locaux ou à vocation touristique qui vont replacer les viandes dans des dimensions festives, les taureaux de Camargue à la broche, des choses comme ça. Voilà, on peut évoquer un certain nombre de choses qui montrent que la différenciation du produit, ça se construit. Ça n'est pas quelque chose de facile et d'évident en matière de viande. Là, je vous ai mis quelques illustrations que je passe rapidement. En haut à gauche, vous avez les présalés de la baie de Somme. Vous voyez donc les côtelettes. En haut à droite, vous avez plutôt Barège-Gavarnie avec une viande mûre, et donc quelque chose d'extrêmement différent. Tout ça, c'est dans l'univers des viandes ovines. Et en bas, vous avez une gardiale de taureau de Camargue. Alors, quelle spécificité? C'est aussi les spécificités des milieux concernés. Et là, en particulier, on peut voir une tendance, si on fait une lecture transversale des différents dossiers, une tendance aux flores spécifiques, aux prairies sèches ou inondées de Camargue, avec l'alternance été-hiver, aux prairies d'altitude, de fauche et de pâture des plateaux du Mézenc, avec la production d'un foin particulier, contenant une plante aromatique, les estives pyrénéennes de Barège, les prairies inondées des baies du Mont-Saint-Michel et de la Somme, les estrans, les prés d'embouche du Charolais. Voilà, on voit bien qu'il y a là une constante, au moins chez les ruminants, d'avoir des fleurs spécifiques. Et puis il y a aussi des parcours, des zones de finition, de faciès particuliers, par exemple les chênaies et les châtaigneraies, pour les porcs corses et pour les porcs basques.
Tout cela nous amène à des sols, des climats spécifiques et aussi des paysages typiques. Je pense que c'est intéressant aussi de regarder que la viande est souvent reliée à des dimensions paysagères. Ensuite, évidemment, il faut s'interroger sur l'animal lui-même. Alors l'animal, il y a une dimension extrêmement importante dans pas mal de dossiers, c'est la présence de races locales qui se sont maintenues dans leur berceau, qui deviennent un élément du terroir, des races de terroir, où ces races peuvent avoir aussi des modes de sélection particuliers. On peut penser par exemple au peuple de Charolles qui s'appuie sur le charolais, qui est une race mondiale, mais qui va en cultiver un type particulier dans le cœur du berceau. Alors il y a souvent une crainte qui est liée à ça, c'est que la race locale porte souvent le même nom que du coup la zone, et du coup le problème d'homonymie se pose par rapport au règlement européen. Et donc, il a fallu changer les noms. Alors, la race Camargue est devenue race Bibiou, la Maine-Anjou est devenue race Rouge des Prés, le Porc-Corse est devenu Moustral. Voilà, donc c'est une série comme ça de modifications pour pouvoir garder le nom qui est connu sur le produit qui va se retrouver sur le marché, bien sûr. Ensuite, on peut remarquer que certaines AOC ont seulement une liste positive de races, non pas une race locale où elle a disparu, par exemple dans le cas du mézin, la mésine a disparu. Eh bien, dans le cahier des charges AOC, vous avez une liste positive où on dit, ben voilà, on va pouvoir faire du fin gras du mézin avec une série de races, et donc là, c'est plutôt la manière dont les animaux vont être élevés que la race elle-même qui va être importante. Même chose pour les présalés, il y a une liste positive. Et enfin, il faut souligner qu'on est bien là dans une interaction génotype-milieu. En gros, on peut dire que le génotype tout seul ne dit pas le terroir, sinon il n'y a plus besoin de terroir, il n'y a plus besoin de localisation, puisque par définition, les animaux, ça se déplace. Et donc, on est bien dans des interactions qui vont localiser cet effet du génotype et du milieu conjoint, qui vont faire que, à cet endroit-là, avec cette race-là, on ne va pas obtenir la même chose qu'avec la même race ailleurs. Et donc, il y a aussi une dimension importante qui est un savoir trier des éleveurs, des sélections qui se font directement dans les élevages avec un certain nombre de ça va être très compliqué. Donc voilà, varégeoise, Camargue, donc je ne commande pas. Bien. Une spécificité sur le mode d'élevage et d'alimentation. Donc là, je vais aller très vite, désolé, vous aurez les détails dans le document, où on constate des gammes de poids et d'âge spécifiques à chaque appellation, soit des choses très âgées, très légères, soit des choses très lourdes, soit des éléments qui finissent par être aussi liés à un art de la finition. La dimension de la finition est extrêmement importante dans les modes d'élevage et d'alimentation. Alors j'avais développé un exemple, l'alimentation des Maine-Anjou, où on voit que finalement cette alimentation est assez variée et des prairies sont assez banales, on voit pas de choses très très particulières. En fait, quand on analyse en profondeur le système, on voit que c'est l'alternance de périodes sans herbe, hiver et sec, les paillassons du Maine-Anjou en hiver, en été, qui induisent, donc cette alternance induit des périodes successives de mobilisation et de reconstitution de réserves corporelles, avec des phénomènes de croissance compensatrice, qui vont agir directement sur les caractéristiques du produit et qui vont donc concourir à la spécificité des points. Troisième partie de l'exposé, c'était les constructions territoriales. Je pense que je vais être obligé d'aller vite, mais oui, c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, il faut dire qu'entre un animal sur pied et une viande vendue et consommée par un consommateur, entre les deux, il y a de multiples intervenants qui agissent, de transport, d'abattage, de transformation, tel que je l'ai dit tout à l'heure, avec différents métiers, avec différents repères professionnels, et avec des difficultés souvent de connexion entre tout ça. Voilà. Et donc, la question sur laquelle nous avons porté notre analyse, c'est sur le fait de savoir est-ce que la carcasse elle-même montre des repères décidables sur la viande qu'elle contient. Et là, on a en gros deux archétypes qui vont être très directement liés aux capacités d'initiative des acteurs locaux. Je vous la fais vite. Soit la carcasse est particulière, elle informe sur l'origine et le type de la viande qu'on va trouver dessus, et du coup elle devient un pivot de la qualification du produit. Elle relève alors de pratiques spécifiques de découpe et de valorisation des morceaux, et du coup ici c'est plutôt des négociants en viande qui vont être donc des acteurs pivots
entre les achats d'animaux et les ventes de viande qui vont pouvoir organiser la qualification. C'est ce qu'on trouve sur le taureau de Camargue, c'est ce qu'on peut trouver aussi sur les agneaux de Tressaillé ou de Barège. En revanche, vous avez des situations où la carcasse n'offre pas de repères décidables. Finalement, on a des carcasses moyennes, classiques, et donc là, ce qui est important, c'est l'animal sur pied qui va témoigner de l'origine de sa viande. Et dans ce cas-là, c'est plutôt les éleveurs qui vont devoir construire des relations directes avec des bouchers. C'est ce qu'on voit très très bien dans le fin gras du Mézenc. Tout le fin gras du Mézenc repose sur cette conjonction d'éleveurs, certains qui ont des viandes différentes et des bouchers qui valident cette différence de viande. Vous avez également ça sur bœuf de Charolles. Et donc, je vous ai fait deux schémas que je ne commande pratiquement pas, puisque vous avez là donc, le schéma avec le projet négociant la carcasse informatique du type de viande, qui devient central. Alors, vous avez l'autre archétype, où c'est le dispositif de qualification qui remonte vers l'amont, puisque c'est la carcasse qui ne nous dira rien sur le type de viande, c'est bien l'animal sur pied qui dit tout. Ensuite, il y avait des questions de délimitation. Bon, je sais pas où je suis, mais bon, ça devient... C'est une mission impossible qu'on a fait. Hein. Alors, en gros, il y a des cas où les milieux sont bien définis, bien délimités. Par exemple, la Camargue, on voit bien, il y a des choses qui tombent sous le sens, avec un abattoir, avec une spécialité, une définition d'air facile. Et puis, vous avez des situations qui sont quand même très compliquées. Le Mézenc, par exemple, on a eu du mal à trouver, il a fallu combiner plusieurs critères, climatiques, topographiques, géopédologiques, etc. Avec une difficulté supplémentaire, c'est qu'aucun abattoir ne se situe dans la zone. Et donc là, on a bien la difficulté de l'unicité de l'air, mais qui apparemment est levée par le dernier texte européen qui vient de sortir, espérons-le. J'avais pris là un exemple sur la Ménanjou, où vraiment la Ménanjou est un exemple extrêmement intéressant. Vous avez la carte de répartition de la race, au moment où on a demandé l'AOC. Vous voyez que c'est une race qui ne s'est pas évadée de son berceau, elle est vraiment complètement ciblée par quelques élevages un peu autour. Et puis vous avez l'air donc sur la gauche en haut, mais finalement cette aire, les acteurs locaux ne l'avaient pas de façon très claire. C'est au cours de l'instruction du dossier par la commission d'enquête de l'INAO que progressivement se sont mis en place un certain nombre d'éléments qui s'imposent aujourd'hui et qui sont en fait un déficit de pluie et donc de ressources hydriques en été et en hiver qui finit par dessiner une aire très très claire où la race s'est maintenue parce que c'est elle qui est capable de faire cet accordéon, cette mobilisation de réserves corporelles, cette reconstitution de réserves corporelles. Et donc, on voit qu'il y a la conjonction de la capacité de l'animal avec la caractéristique de l'air. Je vais conclure. Alors, voilà, les enjeux de gouvernance, vous les redécouvrirez dans le texte. La distinction sur AOP et IGP, je pense qu'elle était extrêmement importante, donc je ferai une partie de ma conclusion là-dessus. En gros, vous pouvez dire que c'est en une dizaine d'années, en une décennie, que se joue à la fois l'émergence des IGP, et donc l'arrivée de nouveaux dossiers au-delà de la procédure simplifiée qui avait été mise en place entre 92 et 96, et l'arrivée de projets de viande de produits carnés sous AOC. Vous avez une conjonction, et une simultanéité des deux éléments. Et donc, il y a un certain nombre de signaux importants. Par exemple, le refus du jambon de Bayonne, qui a fait une demande en AOC et qui s'est retrouvé à l'IGP. De même pour le Pintado de la Drôme. Les difficultés rencontrées par un projet comme le jambon de la Côte, qui, au bout de 15 ans, les opérateurs ont fini par abandonner l'idée de faire une AOC et ils sont repartis sur une IGP. Donc tout ça, ça dessine quoi? Ça dessine le fait que nous ne sommes pas dans de la qualité supérieure. La typicité des viandes d'origine ne peut pas être réduite à de la qualité supérieure. Une IGP, c'est en gros obtenir une viande de qualité en faisant converger les facteurs favorables et en triant les carcasses au final. Alors qu'une AOP, bien souvent, cela repose sur d'apparentes aberrations zootechniques, des choses qui sont en contradiction avec tout ce qui se trouve dans les manuels de zootechnie. Comment conseiller les éleveurs pour engraisser lentement avec du foin d'altitude des animaux lourds. C'est contraire à toutes les règles zootechniques. Même chose pour les Ménanjou, où on ne prend en compte que des vaches qui ont vélé au moins une fois, et des bœufs lourds qui finissent par avoir des carcasses
hors de propos, avec des côtelettes pour 2 personnes. Hein, voilà, bon. Même chose à l'inverse pour les carcasses de taureaux de Camargue, qui sont trop légères. Vous avez 85 kg de carcasses à 200 kg, qui sont maigres, qui ne doivent pas être engraissées, avec donc une carcasse P2, hein, pour revenir sur les 2 repas. Donc, on est sur quelque chose qui est vraiment une aberration zootechnique. Hein. Bon, je m'arrête parce que vous avez tout là. Non, je finis. Écoute, je suis désolé, on a déjà commencé à l'heure. Hein. Donc, on a rencontré des enjeux d'objectivation avec la nécessité de conjoindre des disciplines variées. Je pense que les viandes montrent la nécessité de conjoindre des spécialités relativement différentes. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre là un travail qui a été réalisé sur les AOC près de Salé de la baie du Mont-Saint-Michel, où on met en évidence très clairement des effets sur le gras périrénal et la spectroscopie en proche infrarouge. Voilà. On arrive à discriminer très clairement les systèmes d'élevage, et c'est important. Les biochimistes ont aussi des choses à dire là-dessus. Voilà. En conclusion, je dirais 2 choses rapides. Premièrement, si on regarde les autres pays de l'arc méditerranéen, on voit qu'ils n'ont pas eu la même manière d'interpréter le même texte européen, les AOP, les IGP, entre les viandes et les produits carnés également. Et donc, vous aurez le loisir de découvrir ce tableau dans le texte. Et puis, ma conclusion finale, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est devant des viandes d'origine avec des faibles volumes, avec des économies de niche. On sait très bien que ce ne sont pas les viandes d'origine qui vont avoir, comme les vins, devenir le nouveau standard du marché, ou comme les fromages, de dépasser 15%, je crois, du marché. Hein, donc ici, on est plus près de 1%. Hein. Elle constitue désormais une catégorie de produits, alors que les produits carnés transformés ne sont pas encore une catégorie de produits en France. Elles le sont dans des pays comme l'Italie, comme l'Espagne ou le Portugal. Et ces viandes d'origine confirment la nature systémique du terroir, où la culture technique locale, y compris par ses déviances, ce qu'on vient de voir sur les aberrations zootechniques, joue un rôle central dans la construction de la typicité qui ne saurait se réduire à sa seule dimension sensorielle. Je vous remercie.